Bien, bonjour aux auditeurs. D'ailleurs, je tiens à faire une remarque au début. Il faut continuer à vous inscrire parce que nous stagnons à 110 000, ce qui est très mal de votre part. Là, non, je rigole un peu. Je reçois aujourd'hui Monsieur Laurent Izard, qui a écrit un livre qui s'appelle « À la sueur de ton front ». Vous savez, c'est la vieille phrase de la malédiction quand on est sorti du paradis terrestre. C'est-à-dire quand on était des animaux et qu'on ne se rendait pas compte qu'on vivait. Donc c'était... Et c'est une réflexion sur, dans le fond, ce qui est arrivé au marché du travail en France, qui est fort bien faite. Vous avez beaucoup d'éléments, beaucoup aussi de notices bibliographiques, si vous voulez en savoir plus. Vous êtes vous-même un professeur d'économie et de droit. Voilà. Et donc, vous enseignez. Votre but, c'est d'apprendre aux jeunes à réfléchir par eux-mêmes. Exactement. Et non pas à vous débiter votre cours quand vous arrivez à la fin de l'année. Oui, un cours qu'on peut trouver dans d'autres livres. Voilà. L'intérêt d'un enseignement, d'un vrai cours, c'est de susciter la réflexion, de susciter la curiosité. La curiosité, d'essayer d'en savoir plus. Voilà, d'apprendre par soi-même. Moi, j'ai toujours pensé que, dans le fond, le métier de professeur, c'était le plus beau du monde. Mais c'est un peu ce que je fais dans mon métier, puisque j'essaye d'enseigner aux gens qui gèrent de l'argent ce qu'il faut faire. Donc, ce qui m'amuse. Bon, alors, on va discuter un peu de tout ça. Alors, je vais vous faire une réflexion préliminaire sur votre livre donc, que j'ai lu. Vous présentez très bien les différents cas, mais moi, dans toutes mes études que j'ai faites, le déterminant numéro 1 de l'emploi dans un pays, c'est la rentabilité des entreprises, du secteur privé. Et si elles ne gagnent pas d'argent, elles ont du mal à embaucher, quoi. Et le vrai drame, c'est quand vous prenez les PME françaises, mettons, elles ont une marge brute d'autofinancement, c'est-à-dire une rentabilité, qui est à peu près la moitié de celle des Allemandes ou des Anglaises. Donc le vrai problème de la France, c'est que nos entreprises ne gagnent pas assez d'argent pour embaucher les gens, quand même. Est-ce que je me trompe? Ah non, mais je suis assez d'accord avec ça. Non, si vous voulez, il y a plusieurs problèmes qui se superposent, à mon sens. Alors c'est vrai qu'il y a un problème qui est spécifiquement français et qui tient effectivement à la fiscalité, à l'excès de réglementation, aux normes qui sont parfois excessives et qui paralysent un petit peu l'activité des entreprises. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a aussi un phénomène un peu plus global qui concerne, je dirais, toutes les économies occidentales et qui est un problème de concurrence internationale. Et c'est cet aspect-là que j'ai voulu développer dans mon livre parce que je pense que nos entreprises, pour des raisons de rentabilité, sont tenues finalement de mettre en œuvre des techniques managériales qui souvent sont défavorables aux salariés. Voilà, c'est ça que j'ai voulu démontrer. Mais alors, je suis tout à fait d'accord, j'ai lu toutes les pages que vous faites là-dessus, sur la concurrence, etc., les thèses de Maurice Allais, pour lesquelles j'avais le plus profond respect. Tout ça, c'est vrai, mais je connais bien deux pays, particulièrement en Europe, c'est la Suisse et la Suède. Et ils n'ont aucun de ces problèmes. Ils ont quasiment le plein d'emploi, les entreprises gagnent plein d'argent, leur monnaie, surtout la Suisse, a été extraordinairement forte. Alors pourquoi nous, on souffre de la concurrence des Chinois, et les Suédois et les Suisses, ils ont l'air de rien en avoir à foutre? Il n'y a pas une raison unique, vous l'imaginez bien. Je pense que parmi les raisons, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est le choix qui a été fait de désindustrialisation de notre pays. Ça, c'est vrai. Et c'est un choix qui est assumé, hein. C'est-à-dire que ça résulte de décisions qui ont été prises, de décisions politiques. C'était l'époque de Serge Turek, là. Notamment, alors Serge Turek avait dit la France de demain, c'est une France sans usine. Oui. Vous voyez, voilà. Mais il y avait aussi beaucoup d'économistes, beaucoup de conseillers qui évoluaient dans les plus hautes sphères du pouvoir et qui adhéraient totalement à cette thèse. Résultat, eh bien, on est passé en l'espace de 40 ans de 6,5 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie à 3 millions, 3,5 millions aujourd'hui. C'est considérable. Et je dirais que cette perte de 3 millions à 3,5 millions d'emplois n'a pas été compensée par les efforts qu'on a pu faire pour soutenir le tertiaire. Non. Et puis en plus, si vous voulez, on n'a pas eu de peau avec le Covid, parce qu'on avait parié sur le tourisme et sur le transport aérien. Et oui. Deux secteurs pour lesquels on est très fort et qui ont beaucoup souffert depuis 2 ans, c'est une évidence. C'est une évidence, donc là vraiment on en a pris plein la tête. Maintenant, pour compléter un petit peu aussi, il y a d'autres aspects aussi. Moi, je pense qu'il y a un aspect qui est très important, et qui est très français. Ce sont les difficultés de financement de nos entreprises, et en particulier des PME. Je pense que nos voisins allemands, suisses, alors je connais un peu moins la Suède, mais je pense qu'ils ont des systèmes de financement des entreprises qui sont beaucoup plus efficaces. Mais je vais vous dire quel est le système, c'est quand même des banques locales
Moi, c'est une des grandes réformes que je préconise. Il faut casser les 3 ou 4 banques françaises en 10 banques chacune, et que vous pouvez pas avoir de région, de politique régionale, d'industrie régionale, si vous n'avez pas une banque régionale. Si toute l'épargne du Limousin est capturée par le Crédit Agricole qui envoie tout le pognon à Paris pour spiler sur les obligations, si vous voulez, il n'y a pas d'argent pour le... Tandis que le gars qui est dans sa banque, qui connaît, qui joue au golf avec le type sérieux et qui joue au golf avec le plaisantin, il fera un prêt. Entre un type sérieux et un plaisantin, je m'en fous du dossier, disait Pierre Morgan, je prêterai toujours au type sérieux. Voilà. Et en tant qu'originaire du Limousin, je peux qu'approuver. Voilà ce que je veux dire. Mais voyez, vous sentez bien cette espèce de... C'est une évidence. Il y a eu une débancarisation. Il y avait des banques régionales qu'on a forcé, par exemple la Banque Courtois ou des choses comme ça, dans la région de Toulouse, qu'on a forcé à fusionner avec des grands groupes. Mais ces banques régionales, c'était une richesse incroyable. Mais on les a tuées, et ça, c'était l'inspection des finances. Donc, encore une fois, on se retrouve devant un monde où les gens qui sont au sommet pensent qu'une entreprise, c'est dans le fond interchangeable. Et chaque entreprise est complètement individuelle. Et elle a une histoire, et donc les gens en font partie. Et il y a un groupe que je suis quelque temps, qui s'appelle J'aime mon entreprise. Et dans la plupart du temps, les gens sont très heureux de travailler dans une entreprise à taille humaine. Ah oui. Eh oui, absolument. L'entreprise, c'est une création de richesse, mais c'est aussi un lieu de vie, un lieu de socialisation. On apprend et on se fait valoir. Et voilà. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de culture d'entreprise, d'histoire de l'entreprise. Ça a souvent été instrumentalisé, d'ailleurs. Hein, voilà. Mais c'est une réalité, quand même. Une entreprise n'est pas interchangeable. C'est pas une unité lambda. Elle évolue dans un environnement qui lui est propre. Elle a une histoire qui lui est propre. Elle a des caractéristiques qui lui sont propres. Et finalement, c'est vrai que lorsqu'on voit une entreprise qui disparaît, c'est toujours un drame. C'est toujours un drame parce que vous le savez aussi bien que moi, mais la quasi-totalité des phénomènes sociaux dans le monde sont distribués selon la loi de Pareto. Vous savez, vous avez 80% de la richesse qui est créée par 20% des types. Bon, c'est comme ça, c'est partout pareil. Mais chaque fois qu'il y a un de ces types qui lance une entreprise et qui est plombé, c'est un individu qui avait la possibilité de créer. Donc pour moi, la mort d'un entrepreneur, c'est beaucoup plus que la mort d'un entreprise. Vous voyez, c'est qu'il y a aussi toute une capacité humaine qui disparaît, cette capacité à prendre des risques. Parce que ce que je me tue à dire aux gens dans l'entreprise, vous avez besoin de capital, vous avez besoin de travail, et vous avez besoin d'un gars au milieu qui assume le risque. Et qui doit être foudroyé s'il y a quelque chose qui se passe pas. Bon, très bien. Et c'est lui qui est foudroyé. Mais en France, on est pour une délectation à foudroyer les entrepreneurs. Et oui. Et donc, ils se barrent. Et c'est vraiment dramatique parce que les entrepreneurs, ce sont la base de l'économie, finalement. Pas d'entrepreneurs, pas d'économie. C'est ce que dit Schumpeter. Il faut dire les choses simplement. C'est Schumpeter. C'est Schumpeter, la création destructrice. Ben oui. Et donc, si vous voulez, cette espèce... Et moi, j'ai toujours pensé que la création de richesse, la création d'une entreprise, c'était un acte quasiment divin. Ça se rapproche de l'artiste qui d'un seul coup fait quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous prenez des choses qui existaient et vous faites quelque chose qui n'existait pas. C'est un acte de création incroyable. Et en même temps, vous mesurez à quel point les entrepreneurs aujourd'hui sont décriés, peut-être un tout petit peu moins qu'il y a 10 ou 20 ans. Mais enfin, bon, il y a toujours un soupçon sur un entrepreneur. S'il a réussi, c'est qu'il a volé. Voilà. Et s'il a échoué, c'est qu'il n'est pas bon. Et que, voilà. Il y a toujours un peu ça, quand même. Or, c'est vrai qu'on a des entrepreneurs en France qui sont formidables. On a de très nombreuses PME qui se créent chaque année et qui sont extraordinaires et tout à fait compétitives sur le principe, sur l'idée, sur l'organisation. L'un des drames que j'ai voulu aussi un peu expliciter, mais plus dans l'autre livre que j'ai écrit, La France vendue à des coupes, c'est que on a de très nombreuses PME qui sont tout à fait performantes et qui sont, je dirais, bloquées très souvent par des difficultés de financement et in fine rachetées par des investisseurs étrangers. Ou par des investisseurs financiers, ce qui est encore pire. Oui, c'est pas mieux. Et en réalité, bon, dans certains secteurs qui sont des secteurs d'avenir, je pense par exemple à la biotech, à la medtech, on dit, Nicolas Dufour que dit le directeur général de BPI France, il dit 80% des entreprises sont rachetées par des investisseurs étrangers. C'est énorme, c'est gigantesque. Voilà. Et quand on compare, encore une comparaison, c'est parfois intéressant, avec l'Allemagne par exemple, on se rend compte que le tissu d'entreprise est très différent. Et il passe dans la famille.
Il y a des tissus familiaux. Et puis, on arrive à développer des PME. En France, on a beaucoup de PME performantes. On a des grands groupes qui tirent l'économie, qui sont très bons. Mais on manque beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire, voilà, les fameuses ETI, qui font partie intégrante du paysage industriel allemand et qui tirent la croissance allemande vers le haut. Et qui ont un avantage énorme, c'est que si vous avez une entreprise, mettons, de taille moyenne dans une ville de taille moyenne, ben, l'entrepreneur local qui contrôle cette entreprise est considéré comme quelqu'un de très important dans la ville. C'est-à-dire que vous avez aussi un respect de l'entrepreneur, simplement parce que ben, c'est lui qui fait vivre la ville, quoi, quelque part. Et ça manque en France, justement, parce que les petits entrepreneurs sont très actifs. Et ce que j'ai vu, moi, dans ma vie, si vous voulez, j'ai vécu 10 ou 15 ans à Hong Kong. Et ce que j'ai vu à Hong Kong qui m'a beaucoup surpris, c'est que quand je suis arrivé à Hong Kong en 2002, par là, il y avait 5000 Français. Maintenant, il y en a 25 000. Et ce sont tous des entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est des gars qui viennent à Hong Kong avec qu'un objectif, c'est mais qu'on me foute bien la paix. Je vais développer mon affaire, mais qu'on me foute bien la paix. Et vous allez à Hong Kong... on vous fout bien la paix, mais par contre, si vous coulez, vous êtes mort. Mais c'est... Oui, mais alors, que ce soit à Hong Kong, il me semble, ou aux États-Unis, par exemple, on peut très bien couler, on est mort, mais on peut rebondir. Mais toujours. Voilà. Tandis qu'un entrepreneur français qui essuie un échec, il aura de grosses difficultés pour retrouver des financements auprès des banques. Il est interdit à la Banque de France ou n'importe quoi, et à ce moment, il est cuit. Et à ce moment-là, il est cuit. C'est ça la grande force du capitalisme américain, aussi, parce que j'ai vécu aussi aux États-Unis et en Angleterre, c'est que vous faites faillite. Regardez un type comme Steve Jobs. Le nombre de fois où il s'est cassé la gueule, c'est impressionnant, quoi. Et à chaque fois, il trouvait des gens, il rebondissait, et finalement, il est mort pas trop jeune, enfin. Donc cette espèce de... Dans le fond, l'entrepreneur, c'est le paratonnerre à risque du système. Et si vous tuez l'entrepreneur, ce que vous faites, c'est que vous avez un système où il n'y a plus de croissance, comme vous l'avez fort bien dit. Donc, dans votre livre, vous expliquez toutes les... Alors, j'ai fait aussi des comparaisons savantes, qui vous amuseront peut-être, je pourrais vous montrer, c'est que vous mettez sur un graphique la rentabilité des entreprises depuis 40 ans en France, hein, la marge brute d'autofinancement en pourcentage de leur vente, par exemple. C'est une grande descente comme ça, la rentabilité ne cesse de baisser. Et puis vous mettez en face le poids de l'État dans l'économie. Ça ne cesse de monter. Donc l'une des principales causes de la faiblesse de nos entrepreneurs, c'est le coût du siège social France pour les entreprises françaises et 2 fois le coût du siège social Allemagne. Oui. Et, donc, et ça, malheureusement, je ne crois pas que vous l'ayez dit, c'est un peu tristouné. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Alors, non, je suis d'accord, hein, mais c'était pas je dirais le cœur du sujet. Voilà. Par contre, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est vrai que le poids de l'État est excessivement envahissant. Ça, on est d'accord. 60% du PIB. Voilà. Et en même temps, moi je soutiens que l'absence de politique industrielle nous est aussi particulièrement dommageable. Vous voyez, tous les grands groupes finalement qui ont soutenu la croissance française pendant les 30 Glorieuses, eh bien, ont été accompagnés, vous voyez, par une politique industrielle, au temps de De Gaulle notamment. Et aujourd'hui, on a vu ces grands groupes s'effondrer les uns après les autres, mais il y a rien eu pour remplacer, si vous voulez. Voilà. Et ça aussi, c'est extrêmement dramatique. Moi, la thèse que je soutiens, c'est que l'État doit être moins présent pour arrêter d'asphyxier les entreprises, oui. Et en même temps, il doit avoir un rôle plus de protection de l'entreprise vis-à-vis notamment d'une concurrence étrangère qui est devenue de plus en plus déloyale. Alors la concurrence est devenue très déloyale, mais on a un vrai problème, quand on regarde ça de l'extérieur. Vous savez, ce que j'explique aux gens souvent, je suis un vieux marxiste, ça a échappé à beaucoup de gens, mais Marx disait que l'infrastructure économique déterminait la superstructure politique. Donc au 19e, on a eu la naissance des grands concerns, vous savez, qui étaient des machins pyramidaux comme ça. Donc on a créé un énorme pyramide de l'État pour contrôler ces différentes grandes pyramides. Bon, très bien. Mais aujourd'hui, la richesse est créée par des gens qui sont complètement horizontaux, qui sont des espèces d'amibes, vous savez, les Google, etc., vous avez 3 ouvriers avant d'arriver au patron, etc. Il n'y a plus ces énormes trucs comme ça, où le chef donnait des ordres et puis tout le monde suivait, c'était des régiments. Donc le problème, c'est que ces groupes-là font apparaître leur rentabilité, comme leur rentabilité c'est souvent des 0 et des 1 dans un ordinateur, elles le font apparaître où elles veulent, et miraculeusement, ça apparaît toujours dans des endroits où c'est pas très imposé. Oui, mais bien sûr. Mais oui, c'est une réalité. Et alors, alors nous, vous pouvez pas demander à l'État de créer des structures horizontales qui vont pas payer d'impôts. Bien sûr.
Bien sûr. Mais vous voyez, ce phénomène que vous décrivez très bien est d'autant plus fort que nos entreprises sont de plus en plus contrôlées par des investisseurs étrangers. Et ça facilite ce travail, effectivement, de report des bénéfices sur les pays à faible fiscalité. Ça, c'est une réalité aussi. Et ce qu'il y a d'effrayant, c'est que du coup, les bénéfices sont faits, par exemple, en France, les licences... par exemple, les brevets sont découverts en France, mais on vendra le brevet à 3 fois ce qu'on paye à la France, à la Suisse, ou j'en sais rien. Et donc, ce que ça implique, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut un changement de la fiscalité où on cesse d'imposer les bénéfices de l'entreprise, il faut imposer le chiffre d'affaires. Eh ben écoutez, c'est une de mes propositions que j'ai formulées dans différents articles, et je suis entièrement d'accord de ce fait. Parce que vous ne pouvez pas imposer les bénéfices faits... Parce que vous allez toujours vous faire coincer par ces gars-là. La notion de bénéfice n'a plus grand sens aujourd'hui. Mais voilà, donc il faut cesser d'imposer les entreprises. Il faut imposer les entreprises là où elles ont une activité, en réalité, là où elles interviennent, là où elles gagnent de l'argent, mais pas là où elles font apparaître les bénéfices. C'est certain. Voilà, et à ce moment-là, vous arrêterez ce mouvement vers tous les bénéfices des GAFA apparaissent en Irlande. Alors, je ne suis pas sûr que nos amis irlandais soient tout à fait d'accord avec cette idée, mais bon. Voilà, ça veut dire qu'on a un gros problème avec l'Europe, c'est-à-dire qu'aussi bien, parce que l'une des causes de l'effondrement, parce que j'avais écrit un livre en 2001, qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », où j'expliquais que l'euro allait créer trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne, et que ça allait pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur français, vous avez besoin d'une usine, si vous la mettez en France, vous êtes débile. Il faut la mettre en Allemagne, non? Et alors, vous trouverez toujours des entrepreneurs pour dire qu'après tout, on peut très bien s'en tirer en France. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on assiste aujourd'hui à quelques phénomènes de relocalisation qui sont intéressants, qui sont pas négligeables. Mais c'est vrai qu'on part avec un handicap. C'est exactement comme une équipe de football avec une équipe qui part avec un boulet au pied alors que les autres peuvent courir. On est un peu dans cette situation quand même. On est un peu tout à fait dans cette situation. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est notre État qui est responsable de cette situation. J'ai discuté un jour avec un des patrons du CAC 40. Je lui ai dit, c'est quand même étonnant, parce que la France, comme vous l'avez mentionné, a une quinzaine de très grands groupes qui sont des succès mondiaux incroyables. Et je disais à ce patron, mais comment ça se fait que la France ait des entreprises de cette qualité au niveau mondial? Vous savez, les Schneider, les Air Liquide, tout ce que vous voulez. Et il m'a dit, mais c'est pas difficile, Charles, je vais t'expliquer. Nous, on se bat contre nos concurrents. Mais c'est ce qu'ils font tous, hein. Donc, très bien, on se bat les uns contre les autres. Mais en plus, on doit se battre contre l'État français toute la journée. Donc on est dans une forme olympique. C'est-à-dire que nous, on n'a pas un pouce de gras et on essaye de les... C'est une façon de voir les choses, effectivement. Oui, et eux, ils se battent et leur État fait tout pour les aider. Donc on est bien meilleur parce au contraire, nous, on essaye de... Surtout, ne faites rien, si on ne m'aidait pas, quoi. Ce qu'on remarque aussi qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on a un grand groupe qui connaît un succès important et qui arrive à croître dans la durée, il y a toujours la rencontre au départ d'une équipe de créateurs, d'entrepreneurs. Et puis, il y a aussi souvent des facilités ou des aides qui sont faites par l'État, en réalité. Par contre, lorsque c'est l'État qui impulse, dans le cadre d'une politique quelconque, la création d'une entreprise ex nihilo... avec le plan calcul, quoi. Voilà, chaque fois qu'ils ont essayé d'intervenir, systématiquement. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que, en réalité, il y a toujours à l'origine d'un succès, il y a toujours des hommes. Voilà, il y a toujours des créateurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et honnêtement, ayant été un peu entrepreneur toute ma vie, il faut être fou comme un lapin pour être entrepreneur. Un petit peu, oui. Je crois que dans les statistiques démographiques, c'est ceux qui meurent le plus tôt. Parce qu'ils se font du souci tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de vous dire qu'est-ce qui va rater, je vais me planter, qu'est-ce qui se passe. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point la vie d'entrepreneur est un vrai enfer, en fait. Vous savez, pour écrire ce livre, j'ai rencontré un certain nombre d'entrepreneurs, j'ai visité pas mal d'entreprises, et c'est vrai que souvent j'ai rencontré des salariés qui étaient en souffrance, mais à chaque fois que les salariés étaient en souffrance, le patron l'était encore plus. était encore plus. Et vous savez, quand on voit que des entrepreneurs qui sont à la tête d'une entreprise de plus de 100 salariés, donc pas toute petite, et une entreprise qui fonctionne, qui tourne, mais qui a des difficultés financières, et que l'employeur le cache, mais il se verse pas plus de 2 000 € par mois, voilà. Alors qu'il travaille en réalité 7 jours sur 7. Il y a quand même quelque chose de désespérant. C'est ça que les gens comprennent pas aussi, c'est que quand vous avez créé une entreprise, que vous avez des gens qui travaillent avec vous, vous êtes le parrain du petit dernier, et si vous devez virer des gars, ça vous arrache le cœur, quoi. C'est affreux. Donc vous imaginez pas la tension dans laquelle vit un entrepreneur. Et c'est ça, je crois,
qui est important parce que, bon, il y a la souffrance au travail de gens qui sont... Parce que les procédures sont complètement idiotes, elles ont été mises au point. Comme vous le soulignez, vous avez un nombre de procédures qui ont été inventées pour forcer les gens à travailler, qui sont... normalement, si on aime ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'être forcé, quoi. Et malheureusement, la souffrance au travail, c'est une réalité. Ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que cette souffrance au travail, contrairement à ce que beaucoup disent, elle n'est pas due, c'est pas la faute des patrons, c'est pas la faute du capitaliste méchant, c'est pas... Vous voyez, moi je rejette cette idée. L'idée, c'est que il y a des contraintes de rentabilité, il y a des contraintes de marché qui sont de plus en plus pesantes, et finalement, la pression que les entrepreneurs subissent, ils sont un peu tenus, malgré eux, de la reporter sur leurs salariés. Et j'imagine que si vous passez, c'est un ou deux cas que vous mentionnez, si vous passez du secteur public au secteur privé par une privatisation... C'est plus violent encore. Là, vous avez vraiment un gros problème parce que vous n'aviez pas l'habitude de ces pressions. Et en plus, l'histoire de l'entreprise ne les porte pas. Et donc, l'entreprise est comme violée, quoi. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça explique d'ailleurs la plupart des grandes vagues de suicides qu'on a connues récemment. On est tout à fait dans ce schéma-là. C'est tout à fait dans ce schéma-là. Et ça, c'est... Alors aussi, il y a quelque chose que vous ne mentionnez pas, c'est qu'un des grands axes de développement dans les années qui viennent, c'est certainement l'éducation. Oui, alors j'en ai parlé un tout petit peu pour critiquer justement l'évolution du système éducatif. Mais ce qu'il faudrait, c'est un petit peu privatiser le système éducatif, parce qu'il y a des opportunités de croissance dans le système éducatif que l'éducation nationale rate complètement. Et là, il y aurait de la place pour des entrepreneurs à ne plus savoir qu'en faire. Et la France est particulièrement bien placée. Il y a quand même des choses qui se font, il y a des évolutions là-dessus. Je vois par exemple dans l'établissement dans lequel j'enseigne, qui est un établissement public, c'est public, j'enseigne en classe préparatoire, il y a un partenariat qui a été établi avec l'ESSEC. Et voilà, donc il y a plus cette, enfin il y a encore, mais on commence à établir des ponts, on commence à établir des passerelles entre le public et le privé, et ça me semble extrêmement intéressant. Ah oui. Ouais, c'est pas deux mondes qui s'ignorent aujourd'hui. Hein, il y a quand même, bon, il y a beaucoup de progrès à faire, et puis c'est vrai que l'éducation nationale, on pourrait en parler pendant des heures, hein, le mammouth, etc. Bon, mais je pense qu'il y a, même si je critique un petit peu dans mon livre, il y a quand même quelques belles initiatives qu'il faut souligner. Oui, mais parce que là, la France a une vieille tradition de ses universités, de ses grandes écoles, et il me semble que on pourrait vraiment développer un enseignement qui serait pas donné, je veux dire, il n'y a pas de raison, mais rien n'interdit que cet enseignement soit financé sous forme de coupons d'enseignement par l'État, et parce qu'il me semble qu'il va falloir trouver des nouvelles formes d'enseignement. Je veux dire par là, quand vous voyez aujourd'hui que beaucoup de gens apprennent beaucoup de choses sur YouTube, on pourrait essayer de structurer des enseignements autour des enseignements des meilleurs professeurs et organiser des choses, si vous voulez, qui n'aient pas besoin d'une présence physique. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on sous-utilise absolument les ressources numériques. Alors là encore, il y a quelques petits progrès, mais vous savez, le vrai problème de fond là-dessus, c'est que on est face à un blocage. Parce que qui dit utiliser, le blocage. Pour dire les choses simplement, l'idée, ça serait quand même de rationaliser les ressources. Ça serait de permettre qu'un bon professeur, comme vous dites, il puisse, via les moyens numériques, être entendu, écouté par différentes classes, un peu partout dans la France. Et à la limite, on pourrait envisager peut-être de réduire le nombre d'heures de cours physiquement devant un professeur pour permettre aux étudiants d'être davantage actifs sur leur ordinateur et puis de pouvoir bénéficier de ces ressources. Mais alors là, on se heurte au blocage syndical qui ne veut absolument pas réduire le nombre d'heures de cours. Et avec quelques raisons quand même, ça se comprend. Mais en attendant, c'est vrai que ça sclérose un peu le système. Ça sclérose un peu le système parce que, je sais pas, mais j'avais lu une étude aux États-Unis qui avait été faite sur ce genre de sujet, et il semble pour les enfants, en tout cas, ce qui après doit être notre seule préoccupation, pour les enfants, il semble qu'avoir une classe de 60 avec un très très bon professeur, c'est beaucoup mieux que d'avoir 3 classes de 20 avec un médiocre. Il paraît. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Bon, non, mais c'est possible. Hein, donc, ce que je veux dire, c'est que enseigner, c'est pas donné à tout le monde. C'est un métier. C'est un métier et c'est une passion. Et c'est une passion. Et si vous n'avez pas cette passion, et si vous voulez, c'est comment dire, c'est Camus.
avec Monsieur Germain, qui découvre le petit Camus et qui est émerveillé en fait Camus, quoi. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas attentif à chacun des enfants en se disant qu'est-ce qui va sortir celui-là, il me semble que l'éducation, c'est une passion. Donc, la faire faire par des gens qui n'ont pas cette passion, c'est un peu dommage. Mais vous n'ignorez pas les problèmes qu'a l'éducation nationale lors des concours de recrutement. Oui. Quand le nombre de candidats baisse chaque année, forcément, la qualité après du corps enseignant s'en ressent. Et c'est incroyable que dans notre pays, là, on ait du mal à recruter des enseignants. Ça se comprend relativement facilement. Il y a des questions de rémunération, il y a des questions d'intérêt, effectivement, il y a des questions aussi de difficultés pratiques sur le terrain. Est-ce que ça certainement, compliqué. Si l'enseignement n'est plus à la hauteur de ce qu'il était, ça peut avoir un effet aussi sur l'emploi. Bien sûr. Il y a une faiblesse en amont. Évidemment. Quoi. Mais alors après, il y a aussi des tabous. En France, on a toujours considéré, vous voyez, que il fallait laisser une totale liberté aux bacheliers pour choisir leurs études. Oui, ça, et en Allemagne, vous n'avez pas la même chose. Vous avez. Mais en Suisse. Oui, ou en Suisse. Bon, moi, je suis pas un fanatique du numerus clausus en médecine. Mais ceci dit, il faut reconnaître que dans d'autres pays, comme l'Allemagne, il y a des anticipations sur les besoins de l'économie, et on va plus ou moins ouvrir les vannes des écoles en fonction de ces besoins anticipés, avec des ajustements après. En France, on a trop longtemps laissé, et on continue de laisser une totale liberté, je dirais, de choix, ce qui fait qu'on a des cohortes entières d'étudiants qui se fourvoient dans des études pour lesquelles les débouchés sont extrêmement limités, et ça fait des catastrophes. Et ça fait des catastrophes. Mais je me souviens, moi, j'ai commencé, vous savez, j'étais parmi les premiers à faire des études d'économie, parce qu'à l'époque, on appelait, avant ça, on appelait ça l'économie politique, vous savez. Puis il y a eu une licence qui a été créée, c'était dans les années 61, 62, de sciences économiques, ce qui faisait quand même beaucoup mieux. Quoi. Bon, on a commencé la première année, c'était à Toulouse, on était 100. J'ai terminé en juin, 4 ans après, donc on était 4. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus les 96 ? Je veux dire, c'est un gâchis effrayant. Et c'est pire que les grands concours, parce que les grands concours... donc, vous vous dites, cette façon de penser que le bac, c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur, qui a été... c'est une drôle d'idée. Oui, c'est une idée assez curieuse. Mais qui a été... Mais bon, c'est le système français qui est comme ça, et je pense que c'est extrêmement difficile. Alors, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le bac, bon, disons les choses clairement, il veut plus dire grand-chose. Il n'entre que très peu dans les décisions d'admission dans les instituts d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, la procédure, elle démarre avant l'obtention du baccalauréat. Donc, forcément, on voit les choses un peu différemment. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que, et ce que je constate, c'est que on a des écarts de plus en plus importants entre les établissements de qualité, on va dire, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs, et puis d'autres établissements qui ont beaucoup de mal, pour de multiples raisons. C'est la population accueillie, c'est le corps enseignant, enfin bon, je ne veux pas chercher, mais bon, je constate cet écart qui grandit, pour qui le même grandit. Diplôme. Pour le même diplôme, mais après, de toute façon, la sélection, il faut qu'elle se fasse un jour ou l'autre. Et la difficulté, à mon avis, est là. On a, et je cite dans mon livre, et j'en connais, des étudiants qui ont eu toute une enfance, une adolescence, où ils ont été encadrés, coachés par leurs parents, et parfois de façon extrêmement dure, avec l'idée derrière que le monde du travail est dur, donc il faut qu'ils s'habituent très tôt et qu'ils soient les meilleurs. Voilà. Et puis on a des familles à l'extrême opposé qui ont complètement démissionné sur l'éducation de leurs enfants et qui posent ensuite de nombreux problèmes. Moi, je suis effaré par cet écart grandissant entre ces deux extrêmes. Vous le sentez grandir, cet écart? Oui, absolument. Ah oui, ça, je veux bien le croire, parce que j'ai vu ça, par exemple, entre certaines écoles, bon, elles sont privées du 16e, où je vis, et puis un lycée qui est juste à côté, vous avez l'impression que c'est pas les mêmes enfants, quoi. Alors que moi, quand j'étais jeune, si vous voulez, j'ai passé mon bac au lycée d'Auch, qui était quand même pas une grande ville, mais enfin, il y avait plusieurs professeurs dedans, Balsub, enfin, il n'y avait pas de différence entre le lycée et l'école des Jésuites, le Caruso, qui était à Toulouse. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne faisait la différence. Vous aviez votre bac, et puis bon. Et c'est très curieux, parce que cette espèce et ça, c'est profondément injuste socialement. Je pense. Parce qu'une des grandes réussites de la République, c'était quand même d'avoir une école de qualité. Voilà. Et en 20 ans, 30 ans, ça a été foutu en l'air.
C'est compliqué, si vous voulez. C'est compliqué parce que on a un système qui paraît être égalitaire et qui en réalité ne l'est pas totalement. Qui prétend qu'il est égalitaire dans les résultats. Oui, c'est-à-dire que vous avez votre bac avec mention assez bien, très bien. Mais mention assez bien il y a 30 ans, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, ça veut dire que vous savez lire et écrire, quoi. Oui. Bon, on va pas exagérer, mais bon, c'est vrai que bon, sur certains critères, le niveau a beaucoup baissé, on va dire, voilà. Mais ceci dit, moi, ce que je remarque, c'est que il y a chez certains étudiants une vraie volonté de s'intégrer au mieux sur le marché du travail, d'acquérir des compétences, au prix d'ailleurs de beaucoup de renoncements et au prix d'une certaine servilité assumée, je dirais. Et ça, c'est pas acceptable. Et puis voilà, et c'est pas acceptable. Et puis de l'autre côté, il y a une cohorte importante de jeunes qui refusent d'entrer dans ce système et qui vont essayer par différents moyens de contourner les règles, les impératifs. Bon, et certains deviennent même entrepreneurs. Certains deviennent entrepreneurs, c'est les meilleurs, mais beaucoup se retrouvent plutôt à Pôle emploi après. Oui, à Pôle emploi. Et ce que vous dites là, c'est très intéressant parce que je vais vous faire part d'une petite expérience personnelle. Vous savez, ces émissions-là sont filmées. Ensuite, on les met sur YouTube. J'ai commencé il y a 6 ou 9 mois. Les gens me remercient après et m'arrêtent dans la rue. Ils me disent, continuez, ce que vous faites est très bien, parce que j'y suis très sensible. Mais je dirais qu'une fois sur deux, ce sont des gens issus de l'immigration qui m'arrêtent. C'est-à-dire que il doit y avoir dans l'immigration toute une série de gens dont on a raté l'éducation et qui ont envie de s'éduquer. C'est curieux. Vous voyez, et donc cette espèce de... Ouais, ils l'ont raté peut-être parce que leurs copains les empêchaient d'étudier, je sais pas ce que je veux dire, mais il me semble que là, encore une fois, on a raté une marche, quoi. Oui, et pourtant, vous savez, l'éducation nationale a fait des efforts quand même, hein, d'adaptation, etc. Mais c'est vrai que, oui, on a raté une marche pour beaucoup de jeunes. Pour beaucoup de jeunes. Et c'est un petit peu dramatique. C'est un peu dramatique, c'est un peu... Et à la limite, ça amène à du chômage après. C'est un peu le drame qu'a vécu la population noire aux États-Unis, parce que dans les quartiers noirs, les écoles étaient mauvaises. Donc, à ce moment-là, le cycle de la criminalité s'enclenche, etc. Et c'est un vrai problème. Oui, mais puis on sait très bien que le taux de chômage est extrêmement corrélé au niveau d'études, au niveau de diplôme, etc. Et puis, par contre, ce qu'on sait moins, c'est que le chômage, contrairement à ce qu'on entend à la télé, à la radio régulièrement, c'est pas 3 millions de personnes, c'est 6 millions de personnes en réalité. Sur une population active de 30 millions. C'est gigantesque. Et ça fait peser une trouille sur les gens qui travaillent. Et moi, je trouve que dans le fond, la seule politique sociale valable, c'est le plein emploi. Parce que les gens n'ont pas peur, si quelqu'un leur casse les pieds, ils changent de boutique. Ils disent, vous m'emmerdez, je passe dans les d'entreprise d'à côté. Mais à partir du moment où vous avez 6 millions de chômeurs sur 30, le salarié vit dans la crainte. Oui, oui. Vous savez, l'Observatoire des inégalités a publié un rapport il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est bourré de chiffres très intéressants, mais il y en a un qui est extraordinaire. Aujourd'hui, 1 Français sur 4 en âge de travailler, qui souhaite travailler, est soit au chômage ou en recherche d'emploi, soit dans une situation de très grande précarité professionnelle. 1 sur 4. C'est monstrueux. Et c'est monstrueux. Alors, c'est à la fois un gâchis économique, parce que les gens qui sont au chômage, ils travaillent pas, ils créent pas de richesse. Mais c'est un gâchis social et humain absolument incroyable. Incroyable. Et j'imagine qu'à ce moment-là, si c'est un homme, même si c'est une femme, c'est pareil, mais il a du mal à se justifier auprès de ses enfants, je veux dire. C'est pour ça que souvent il y a des drames familiaux. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on a aussi des structures familiales qui ont évolué depuis 30 ou 40 ans, beaucoup plus de parents isolés. Et donc la solidarité familiale, intrafamiliale ne joue plus. Et ça, c'est un autre drame. Et du coup, on voit par exemple apparaître des évolutions qui sont intéressantes. La fameuse ubérisation, finalement, c'est quoi? C'est des gens qui, sont soit rejetés par le monde du travail classique, soit l'ont rejeté eux-mêmes, et qui finalement se disent, être chauffeur Uber, être livreur Deliveroo, quelque part, c'est une part de liberté, je m'organise dans mon travail, je suis d'une certaine façon micro-entrepreneur. Bon, certains le vivent plutôt bien, mais en réalité, ce faisant, ils font une croix sur 100 ans d'acquis sociaux, sur finalement un statut qui est assez protecteur, statut de salarié. Ils font une croix sur le code du travail. En cas d'accident, en cas de maladie, ils sont pas protégés. Alors, fort heureusement, il y a une évolution juridique quand même là-dessus. De plus en plus, les tribunaux ont tendance à considérer aujourd'hui que on doit les assimiler à des salariés, mais bon, on en est très loin encore. Et ça, donc on est en train de voir naître, en liaison avec ce quart de la population française qui a du mal, toute une classe qui devient très précaire.
très précaires. Et qui s'enfoncent dans la précarité. Qui s'enfoncent dans la précarité. Long terme. Et ça aussi, c'est pas parce que c'est pas le pacte républicain, si j'ose dire. Exactement. Je dirais que le nombre de chômeurs, c'est un élément parmi d'autres, si vous voulez. Mais il y a un autre critère qui est très important, c'est la durée moyenne à laquelle on reste au chômage. Et la durée moyenne, elle n'arrête pas d'augmenter. Donc il y a une espèce finalement d'exclusion sociale qui est liée au chômage. Alors évidemment... Et souvent, si je peux me permettre, ceux qui sont dans cette situation-là, c'est ceux qui ont eu des problèmes à l'école, souvent. Pas toujours, mais souvent. Souvent, oui, il y a quand même souvent une corrélation. Alors évidemment, certains disent il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Oui, bon, c'est une grosse bêtise. Il y a 700 000 ou 800 000, je ne sais plus, offres d'emploi non satisfaites en permanence à Pôle emploi. Mais à mettre en parallèle avec les 6 millions de chômeurs. Et puis, il y a des disparités régionales. Et puis, il n'y a pas une correspondance forcée entre les compétences recherchées et puis ce que veulent faire les gens ou ce qu'ils savent faire. Oui. Donc, voilà, la réalité, c'est parce que certains m'ont dit, mais non, il n'y a pas de chômage, hein, il suffit de traverser la rue, il suffit... Mais voilà, pour être honnête, par exemple, j'ai une partie de ma famille qui a une boulangerie industrielle dans une des vallées pyrénéennes. Bon. Ils trouvent personne. Oui, mais c'est une réalité. Ils cherchent des boulangers, des pâtissiers, des livreurs. Des cuisiniers, des couvreurs, sur les toits, des serveurs, ils ne trouvent pas. Mais là, on revient à une chose qu'on disait tout à l'heure. Il faut encourager d'une façon ou d'une autre les jeunes à aller vers les métiers dont on a besoin. Voilà. Et ça, on ne peut pas le faire en claquant des doigts. Il faut qu'ils aient des raisons d'aller vers ces métiers. Et là, il y a des questions, je dirais, de conditions de travail, des questions de rémunération qui sont c'est dur d'être boulanger, hein, vous levez à 4h du matin. Évidemment. C'est un métier de chien. Hein. Évidemment, c'est dur, on n'est pas forcément toujours très bien payé, etc. Mais donc, moi, je suis plutôt libéral. Alors, c'est une question d'offre et de demande. Hein. Si on voit qu'il n'y a pas de demande... Voilà. Puisque vous êtes libéral, je vais vous citer la fameuse phrase de Milton Friedman, avec qui j'étais copain. Mais il disait, si on paye les gens à ne rien foutre, et si on taxe ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. Et donc aussi, dans ces vallées pyrénéennes, il y a tellement de subventions que le type fait l'arbitrage, je travaille ou pas. Et il y a ça aussi, oui. Et donc, c'est évident que il y a même des cas, et j'en ai rencontré, hein, qui m'expliquaient noir sur blanc avec schéma à l'appui, Excel, etc., qui n'avaient pas intérêt à retravailler. Et qui gagnaient plus en ne travaillant pas avec toutes les aides. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez terrible en réalité. Mais et ça, c'est une incitation au désastre. Oui. Alors, je pense qu'on a un peu minimisé cette question. Il y a, je dirais, un problème d'échelle, de marge. Il faut absolument que ceux qui travaillent, ils aient quand même un avantage à le faire et qu'ils puissent bénéficier du fruit de leur travail par rapport à l'inactivité. Sinon, voilà, pourquoi les gens se lèveraient le matin, feraient 1 heure de transport en commun pour finalement gagner moins que s'ils restaient chez eux. C'est une évidence. C'est une évidence. Et donc là aussi, il faut travailler. J'ai reçu ici, à votre place d'ailleurs, un homme qui s'appelle Charles Pratt, qui avait écrit sur les 53 milliards de fraude à la Sécu ou je sais pas quoi. Il me semble que là aussi, l'État a failli à son devoir. C'est comme il est payé par les impôts, il doit avoir le respect le plus profond pour l'argent des impôts. Et qui devrait quand même être sûr que les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires font leur boulot et empêchent, parce que une partie de la faible rentabilité des entreprises françaises vient peut-être de 53 milliards qui, d'après Charles Pratt, sont volés. Vous voyez ce que je veux dire, et donc là aussi, l'État a failli non seulement dans son boulot d'éducateur, mais aussi dans son travail de bon utilisateur des deniers publics. Je pense. Donc il faut, aussi curieux que ça paraisse pour moi, qui suis un libéral, je plaide de toutes mes forces pour un renforcement de l'État dans ses fonctions régaliennes et qui sorte de là où il ne doit pas être, mais surtout qu'il fasse bien ce qu'il doit faire. Quoi. C'est quand même un paradoxe, si vous voulez, par un libéral de dire l'État ne fait pas son boulot. Évidemment qu'il ne fait pas son boulot. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Hein. Moi, je plaidais pour une intervention de l'État, pour recréer une concurrence loyale entre les entreprises, exactement. Mais c'est aussi ça. Vous savez, on est l'État le plus fiscalisé au monde occidental, à égalité avec les Danois. Mais les Danois, ils ont une grosse partie qui peuvent réutiliser eux-mêmes volontairement. Voilà, c'est pour ça que, souvent on nous met en tête maintenant. Et à côté de ça, donc on a un État qui est censé être riche.
Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on voit? Regardez les principaux postes de dépenses budgétaires. L'éducation nationale, oui, la misère. Les professeurs français sont payés 10% de moins que la moyenne OCDE. Bon, voilà. La police, ça marche pas. L'armée, ça marche pas. La justice, ça marche pas. Moi, j'ai fait mon service militaire il y a quand même quelques temps. Bon, et j'étais dans un régiment de chars. Et on sortait, il y avait 3 chars qui partaient, c'était des MX-30 à l'époque. Il y a toujours une dépanneuse derrière. Il y en avait un qui tombait en panne à chaque fois. Donc il fallait ramener. C'est vrai pour les hélicoptères aussi, ou les avions de chasse. Voilà. Et c'est vrai, le pourcentage de matériel qui est utilisable en pratique est extrêmement faible. Bon, voilà. Donc l'armée, ça marche pas très bien. La police, ça marche pas très bien non plus. Ils ont des locaux qui sont anciens, des voitures anciennes, etc. La justice, on a un budget de justice qui est dérisoire. Bon, voilà. Donc on se pose vraiment des questions sur l'utilisation des deniers publics. C'est une évidence. Je crois que ça me paraît évident. Bien, bah écoutez, j'ai été très content de vous rencontrer. Mais moi aussi. Ça fait plaisir que vous soyez ici parce que vous travaillez sur des sujets qui sont absolument essentiels. C'est celui de la pénibilité du travail, du chômage, de l'adéquation de l'offre de travail à la demande de travail, etc. Et ça, il faut que quelqu'un le fasse et je suis drôlement content que ce soit bien fait. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ce pays ne sortira du merdier dans lequel il est que si les gens qui ont quelque chose à dire sont autorisés à le dire et le disent avec intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Ça m'a beaucoup appris. Merci pour votre accueil. Merci 1000 fois.